Le disque dur, il est vide. À la naissance, il y a 100 milliards de neurones. La seule chose qui est liée dans les neurones au niveau de la naissance, c'est la voix de la mère, c'est les émotions de la mère, c'est la voix du père, c'est les bruits que l'enfant a pu percevoir, et les émotions qu'il a reçues, qu'il a perçues par l'intermédiaire de la mère. Les stimuli de la mère, l'enfant le reçoit. Donc il y a des habitudes qui ont commencé à se créer et à se former. À la naissance, l'enfant va être une vraie éponge jusqu'à l'âge de 4 ans. Tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va voir est une normalité. C'est une évidence. Tout ce que vont dire les parents, c'est une évidence. Et c'est qu'à partir de là que les croyances vont commencer à se former. Alors bien sûr, les parents font toujours au mieux pour accompagner leurs enfants et pour les éduquer, mais pour mieux pour eux, avec ce qu'ils savent. Et quand l'enfant grandit, il va se retrouver devant des complications. Parce qu'on lui a acquis à l'intérieur de lui une façon de faire, on lui a mis des plaquettes électroniques de façon de faire, mais lui, il a envie de faire autre chose. Donc ça va toucher ses valeurs, ça va toucher ses croyances qui sont souvent héréditaires. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Mes parents ils m'ont montré comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Papa disait toujours. Maman, je m'en souviens, elle racontait. Je me souviens de mes grands-parents qui disaient toujours. Toutes ces croyances héréditaires, en fait, qui nous font vivre sans cesse. Ces croyances héréditaires, cette façon de fonctionner, ces comportements sont dans le système limbique, dans le technicien. C'est le technicien qui les possède. C'est-à-dire que ce technicien, il sait comment on doit respirer. Il sait comment on doit digérer, comment on doit faire battre notre cœur. C'est toutes ces choses absolument innées qu'il fait sans s'en rendre compte. Il sait nous faire tenir debout. Il sait aussi ce qu'il doit penser de quelqu'un qui porte des lunettes, ou qui est un peu basané, ou qui est mal coiffé, ou qui n'est pas très propre sur lui. Quelqu'un qui a un costard. Peut-être que lui, il a beaucoup d'argent, c'est que c'est un voleur. Et toutes ces croyances qu'on a. Et qu'on a tous, et ça, c'est des croyances qui sont simples. Mais pensez à toutes les croyances qui gouvernent votre vie. Est-ce qu'elles vous conviennent vraiment? Est-ce qu'elles sont réellement dans le sens où vous voulez aller, ou est-ce qu'elles sont limitantes, ces croyances? Tout ça, c'est inscrit ici. C'est le technicien qui le possède. Alors, l'hypnose, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de mettre l'ingénieur en relation avec le technicien. Imaginez que vous avez un architecte qui dessine une maison. Il va se faire un super plan de maison. Puis il a fini son plan de maison. Il dit, ça y est, j'ai terminé. Il appelle les gars, il dit, allez-y, faites votre boulot, le plan, il est terminé. Ouais, mais on fait quoi? Démarrer maintenant. Ouais, mais on n'a pas vu le plan, on ne sait pas ce que tu veux. Je ne veux pas savoir, vous commencez maintenant. C'est ce qui se passe toute la journée dans notre tête. Je veux faire ça, je veux faire ça. Pourquoi je ne le commence pas? Je veux le faire, mais pourquoi il ne commence pas? J'ai tout mis l'énergie, je veux le faire, mais pourquoi il n'y va pas? Ah oui, parce que peut-être qu'il ne suffit pas de le dire, il faut aller lui montrer au technicien ce qu'on désire. Montrer ce qu'on désire au technicien, c'est changer d'onde cérébrale. C'est passer entre 56 Hz quand on est très excité à 10, 9, 8, 7 Hz. Les ondes cérébrales vont être de plus en plus longues, de plus en plus lentes, traverser le système cingulaire, aller dans le système limbique. Et dans le système limbique, les ondes vont commencer à se parler, à se répondre. Et les uns vont se répondre aux autres, se poser des questions et faire des liens avec toutes leurs connaissances. Tout simplement. Le conscient, lui, pense savoir, mais ce savoir, il ne peut pas le dire en 10 secondes. Parce que les choses sont acquises, il ne sait pas tout, alors que le technicien sait absolument tout, comment faire. Un ouvrier spécialisé qui vous a gardé en survie toute votre vie, qui est capable de vous faire vivre, de vous endormir et de vous réveiller. Le problème, c'est que lui, là, même quand il sait ce que ça doit être, et qu'il y a des professionnels qui viennent, lui, l'ego, là, il veut toujours faire mieux. Il pense qu'il sait encore faire mieux. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous êtes couché dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir. Il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Comment vous faites pour dormir? Si vous lui demandez à lui, celui qui sait faire, de faire son job, laissez-le faire. Demandez-vous comment est-ce qu'il fait pour vous endormir. Vous ne savez pas, laissez-le faire. Quand vous allez au garage, pour ceux qui ne sont pas mécanos, comment ils font pour changer votre courroie ou je ne sais pas quoi? Vous ne savez pas, vous le laissez faire, le technicien. L'idée de l'hypnose, c'est de laisser faire le technicien sur une définition d'objectif qui aura été déterminée. Et là, ça se complique un peu plus. Parce que cet ego qui est si malin, quand on le met face à une réalité, eh ben c'est plus compliqué de se mettre en route. Parce qu'il faut faire un effort. Il faut y réfléchir. Il faut déterminer qu'est-ce que je veux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Quand? Où? Comment? Avec qui? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi le fait que je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui? C'est quoi l'intérêt de ne pas l'avoir fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'en a empêché? Et ça, le conscient, il n'aime pas parce qu'il se remet en cause. Et puis, il faut qu'il soit objectif
dans cette idée subjective qui l'a emmené ici. Le cerveau, c'est un gros feignant. Lui, il a ses habitudes. Il a ses liaisons neurologiques qui sont installées. Et puis, il faut que ça soit facile. Donc, si c'est facile, eh ben, il ne se pose pas de questions. Puis le cerveau, on ne sait pas qu'on a un cerveau. Vous savez, c'est comme l'estomac. Tant que ça va, on ne sait pas qu'on a un estomac. Puis c'est que dès que ça commence à bouger, là, commence à avoir des soucis, on a un peu mal au ventre, là, on se rappelle qu'on a un estomac. Ben, le cerveau, c'est pareil, c'est un organe. On n'est pas bien dans notre cerveau quand l'organe, on lui demande un effort. Et quand on lui demande un effort, en fait, c'est qu'on a remis en cause une croyance ou une valeur. Très souvent, une croyance. Quelque chose qu'on a envie de faire. Un appel qui vient du fond, mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas comment se lancer. Alors là, le cerveau, on va lui demander de l'énergie. Puis comme c'est un gros feignant, il voudrait que ça soit simple, ben, il voudrait que ça soit les réseaux neuronaux qui sont habituels. Le chemin, il passe tout seul. Ça se fait régulièrement. Ils sont totalement liés. C'est très facile. Mais dès qu'il y a un problème, les réseaux neuronaux qui ne sont pas liés, ben, faut les créer. Donc c'est une impulsion électrique, hein, une capsule de molécules qui doit faire comme un talkie-walkie, envoyer un message à une autre capsule, émetteur-récepteur neurologique, pour que le message passe, pour que la conscience et l'inconscience puissent se mettre en relation. Et ça, c'est un effort. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et puis qui dit ben, je vais perdre 80 livres, là, je m'assois sur ton truc, tu fais ton machin, et quand c'est terminé, j'en ai déjà perdu 30. Ne souriez pas, je l'ai entendu, ça. Et je l'entends encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Il y a un effort à faire, ce n'est pas l'hypnose qui va changer une personne. C'est la définition de l'objectif et de la façon dont on va le vivre. C'est de l'intention qui est important. L'idée, c'est de mettre en relation la conscience avec les apprentissages, hein, comme je vous disais tout à l'heure. L'ingénieur avec les techniciens. On va mettre en relation l'ingénieur et le technicien. Et pour ça, on va parler d'hypnose, de transe. Alors il y a la transe qui est quand on est dans la Lune, on est dans un état de transe. Là, il y en a qui sont en transe depuis tout à l'heure. Et puis, il y a l'état de transe hypnotique, où là, on est accompagné par quelqu'un. Et là, ce n'est pas un état modifié de conscience, c'est un état de conscience modifié. Et là, il y a une vraie nuance. État modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est en train de penser à autre chose. L'état de conscience modifié, c'est qu'on est en train de percevoir, de dissocier, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et toute la théorie et la technique de l'hypnose se passe sur la dissociation et sur l'association de la personne. On est dedans, on en ressort. On rentre, on ressort. Quand on est dans une émotion, une colère, vous êtes submergé par la colère. Mais ce n'est pas vous qui vous mettez en colère. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? C'est une émotion qui vous submerge. Autrement, je vais vous demander comment vous faites pour vous mettre en colère. Alors, ne me dites pas, ouais, je pense à mon beau-père, je pense à ma belle-mère. Non, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Comment vous faites pour vous mettre en colère? Comme n'importe quelle émotion, vous êtes submergé par une émotion, par un apprentissage qui est complètement intégré à l'intérieur de vous. C'est une vibration, c'est une résonance que vous recevez à l'intérieur et qui vous fait surgir cette émotion. Hein? Hop, vous allez prendre le stimuli va monter dans les amygdales, va aller chercher un petit peu le souvenir qui a été imprimé sur sa carte électronique, et à partir de là, il va y avoir l'explosion qui apporte le comportement du souvenir vécu. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, vous me dites oui, moi des fois je ne sais pas où j'en suis, mais c'est parfait ce que vous me dites. Donc l'état modifié de conscience et l'état de conscience modifié sont deux choses complètement différentes, et je vous rappelle que notre but, c'est de mettre la conscience en relation avec l'inconscient. L'ingénieur en relation avec le technicien. Pour pouvoir mettre en relation ces deux parties-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir communiquer. Alors, dans la communication, il y a un objectif à définir. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, à qui que ce soit que vous parlez, il y a un objectif. Besoin d'aide, besoin d'attention, besoin de démontrer que vous lui portez de l'attention, il y a toujours de la communication. Communiquer, ça peut durer 3 secondes, 2 secondes. Communiquer, c'est marcher dans la rue, voir quelqu'un de l'autre côté du trottoir et faire « Vous venez lui dire bonjour, je t'ai vu ». C'est communiquer aussi, que vous l'avez reconnu. OK ? Donc, il y a toujours un objectif dans la communication. Et ça, quand on va travailler en accompagnement avec l'hypnose ericksonienne, on va définir un objectif. Et c'est l'objectif qui va nous permettre d'imaginer la solution. Hein ? Là, on parle d'hypnose. OK ? Donc, quand on va communiquer, on va aller chercher une émotion. On a envie de faire plaisir. Ou alors, si on a envie de montrer à l'autre qu'on est plus fort que lui, on va communiquer aussi.
On communique une émotion, et qu'est-ce qu'on va faire? On va calibrer la personne. Calibrer, ça veut dire regarder comment elle fonctionne et comment elle réagit. Et est-ce que ce que je viens de lui passer comme message, elle l'a perçu et elle va me le rendre, ce message? On va calibrer. Calibrer, c'est nous permettre de comprendre où se situe la personne dans notre communication. Si on dit bonjour à quelqu'un et puis il ne nous regarde pas, ben je vais calibrer qu'il ne m'a pas vu. Je ne le fais pas parce que je me fais mal à l'oreille à chaque fois que je siffle. Je vais siffler fort jusqu'à ce qu'il me dise « Hey, j'ai calibré qui m'a vu. Mon intention, c'était qu'il me regarde, qu'il me voit. J'ai vérifié dans l'émotion, il m'a souri, il est content de me voir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit content de me voir. Je passe l'émotion, je regarde qui m'a vu. Et moi, mon but, c'était la direction qui me voyait, qui me dit bonjour. Donc émotion, intention, calibration, direction, c'est exactement la communication. Quoi que vous fassiez, c'est comme ça. Vous allez prendre du pain chez le boulanger, c'est pareil. Vous allez attirer votre attention, vous allez vérifier l'émotion. L'intention pour vous, c'est d'avoir du pain. Donc quand vous allez lui parler, vous allez vérifier qu'elle vous entend et qu'elle regarde et qu'elle fasse ce que vous voulez. Vous allez lui permettre de garder la direction. Vous appelez la boulangère, bonjour, je voudrais du pain. Elle continue à faire ses papiers. Donc vous la calibrez, vous voyez qu'elle ne vous entend pas. S'il vous plaît. Vous calibrez. L'émotion va arriver, s'il vous plaît. Donc vous lui transmettez une émotion. Elle va se lever. Oui, je voudrais du pain, s'il vous plaît. Votre direction, c'était d'atteindre votre objectif. Vous avez gardé votre direction. La direction, c'est moi, je veux du pain. Je vais attirer l'attention, chercher l'émotion, calibrer qu'elle m'a entendu pour pouvoir avoir ce que je désire, mon objectif, avoir du pain. On fait exactement la même chose en hypnose. En hypnose, on va définir un objectif. L'objectif, on va le définir avec ce qu'on appelle le cadre objectif en PNL. Et puis une fois qu'on a défini cet objectif, on va permettre à la personne en transe hypnotique, je dis bien, je parle de transe hypnotique, en auto-hypnose, on peut travailler beaucoup de choses, mais dès qu'on va toucher les croyances et les valeurs, c'est compliqué, parce qu'on est dans nos filtres à nous. Donc comment pouvoir dépasser nos filtres si on est toujours dans nos filtres? On porte toujours la même paire de lunettes. On va demander à quelqu'un de venir avec ses propres lunettes, qui va éclairer la scène différemment. Donc ça va nous permettre de voir autrement ce qu'on ne voit pas quand on a toujours nos lunettes. C'est clair pour vous? Ouais. Donc, on va définir un objectif. Quand on accompagne quelqu'un, on va regarder, on va définir l'émotion. Hein, nous, on va être exactement la même chose. Je vais vérifier l'émotion de l'objectif, de ce qu'il veut atteindre. Est-ce qu'il a vraiment envie de le faire? En hypnose, si la personne n'a pas envie de vivre l'hypnose, il ne vivra pas l'hypnose. Un état de transe hypnotique, c'est de pouvoir observer ce qu'on veut atteindre, c'est-à-dire l'objectif qu'on a défini. Notre rôle en tant que thérapeute, c'est d'accompagner la personne à imaginer ce qu'elle veut atteindre. On va faire travailler le cerveau et son imagination. Et une fois qu'on lui a permis, on a des mots, on a des attitudes qui nous permettent de comprendre comment il fonctionne quand il aura atteint son objectif, on va lui faire vivre dans un état de transe. C'est-à-dire qu'on va lui faire vivre comme si ça se passait réellement. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Pour lui, c'est exactement pareil. Dans un état de transe, c'est ce qu'on appelle le neurone miroir. Quand on a fait quelque chose une fois, on le sait. Et puis on va le répéter. Et plus ça va se lier, et plus ça va devenir ce qu'on appelle un apprentissage non déclaratif. D'accord? Donc dans un état de transe hypnotique, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lui faire vivre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce qu'il veut atteindre. Mais on va lui faire vivre le résultat. Ce n'est pas de la visualisation. Visualisation, ça se passe ici, dans l'occiput, à l'arrière. Hein? C'est-à-dire que notre cerveau, au lieu de s'embraser complètement, c'est juste l'arrière du cerveau qui observe. Mais notre mémoire, notre programmation, elle est dans les 2 hémisphères. Donc il va falloir aller changer les programmations dans les hémisphères, pas à l'arrière. Si on ne fait que regarder, ça ne bougera pas. Et pour aller changer dans les 2 hémisphères, il faut aller chercher l'émotion. Parce que c'est simplement l'émotion qui va créer le souvenir. Donc on va changer l'émotion de la perception qu'on pouvait avoir avant. On ne va pas oublier ce qui s'est passé, mais on va changer la perception. Et si on change la perception, qu'est-ce qui se passe? Le système reptilien qu'on a dans notre cerveau, c'est la survie. Combat, fuite ou il fige. Ce système reptilien, tant qu'il n'a pas la réponse, il va apporter la panique, la phobie, le mal-être, toutes ces choses-là. Et lui, il va se baser sur son corps, sur les réactions du corps. N'oubliez pas, c'est le corps qui réagit et le cerveau va interpréter ce que le corps vient de percevoir. Ce n'est pas le cerveau qui a une idée et qui va transmettre le message au corps. Le corps perçoit et envoie le message au cerveau. Et le cerveau, lui, comme il va interpréter ce qui se passe, s'il y a une crispation, un petit recul, il y a un danger.
S'il y a un danger, c'est le système reptilien qui se met en route. Et le système reptilien, il panique. Il fait accélérer le cœur pour avoir du sang, pour pouvoir réagir les muscles, pour pouvoir sauver ou combattre. Première chose qui se passe. Donc, à chaque fois que vous avez le système reptilien qui se met en route et que vous avez une petite marque qui vient vous chercher, à partir de là, dites-vous que votre corps vient de transmettre un message qu'il y a danger. Maintenant, si vous vous retrouvez dans la même situation, mais votre corps il est détendu et calme, ben, le cerveau, lui, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il ne va pas pouvoir interpréter qu'il y a un danger. Donc, ça va lui changer sa perception et ça va lui changer sa réaction. Qui est-ce qui a été capable, debout, c'est important, qui est-ce qui a ressenti la légèreté dans les mains? Okay. C'est l'imagination. Et rien d'autre, c'est l'imagination. Est-ce que quelqu'un veut faire une expérience? Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal.